Shalom, shalom, avec vous, le pasteur Patrick, dans cette émission importante, les origines du mal. Qu'est-ce qui explique les épidémies? Alors, nous avons donc cette fameuse émission, commentez, aimez mon direct, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors, la question qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est qu'est-ce qui expliquerait les épidémies? Quelles en seraient les causes? Sont-elles d'origine divine, des châtiments de l'humanité ou des aléas, n'est-ce pas, imprévisibles, conséquences des variations imprévisibles météorologiques? Les médecins ont débattu ce que nous allons discuter dans cette vidéo pendant plus de 2 millénaires avant de découvrir un peu plus tard le rôle des micro-organismes pathogènes. Mais à tout seigneur, tout honneur. C'est à Hippocrate, le père de la médecine occidentale, n'est-ce pas, que l'on doit la première théorie savante sur l'origine des épidémies. Pour le médecin grec qui écrivait au tournant du 5e et du 4e siècle avant Jésus-Christ, de notre ère, les maladies sont attribuables à des causes naturelles. Il décrit ainsi avec précision, n'est-ce pas, les conditions des apparitions de ce que nous appelons aujourd'hui le paludisme, la peste, le choléra ou la dysenterie. Tous pour lui étaient des maladies populaires touchant l'ensemble d'une population. Le médecin grec les distingue néanmoins des maladies individuelles attribuées à des mauvaises habitudes de vie et relevant donc de l'individu. Les maladies populaires ont-ils, souligne Hippocrate, une cause unique à rechercher du côté des conditions météorologiques, la canicule, la pluie, l'orientation des vents qui génèrent des miasmes, du grec miasma, des souillures. La grande peste par contre, de 1348, une conjonction astrale défavorable. Les médecins du Moyen-Âge, fidèles aux anciens, ne s'égaient loin de cette conception, mais en a tiré de sa manière les conséquences. Puisque la même cause, l'air vicié, s'applique à tous, comment expliquer que certains tombent malades et d'autres non? La pensée médiévale donc reprend cette question et en y introduisant une dimension morale, la maladie devient le stigmate du péché. Et oui, le stigmate du péché. La grande peste était un fléau envoyé par Dieu pour châtier les hommes. Les artistes de l'époque figuraient souvent sur leurs toiles des flèches envoyées par Dieu du haut du ciel et frappant les corps au lieu de prédilection des bubons pesteux. Raconte donc l'épistologue et historien de médecine Jean-Pierre Dédé que nous avons cité. C'est ainsi que se comprend la place prédominante de l'Église dans la gestion de l'épidémie médiévale. La lèpre, relève François de la Porte, philosophe de la médecine, pour en savoir plus. Une personne était lépreuse, si elle était lépreuse, son urine était mêlée à de la poudre de plomb brûlé. Si cette dernière sombrait, c'est que le sujet était malade. Le châtiment divin pouvait aussi s'exprimer par le biais des astres dont l'ordonnancement était supposé réglé par Dieu. Lorsque la grande peste s'abat sur son royaume en 1348, le roi de France, Philippe VI, consulte la Sorbonne, alors lié à l'Église, qui lui répond que le mal est dû à une conjonction astrale défavorable. La pandémie comportera le tiers de la population, tuera le tiers de la population européenne. Grâce à l'invention du microscope, les scientifiques découvrent au XVIIIe siècle l'existence des micro-organismes responsables des épidémies, microscopes de type Culpeper dont vous connaissez l'existence. À la même époque, la très contagieuse épidémie ravageant l'Italie sont attribuées à l'influenza distelle. Il en est resté non l'idée que les cours des astres pourraient influer sur les maladies, mais la racine étymologique influenza qui désigne la grippe en anglais, n'est-ce pas, nous dit que la Renaissance marquait donc un retour à la pensée hippocratique débarrassée de ses prolongements religieux. Nous allons essayer de voir donc comment cela s'est passé, le concept de foyer religieux. Alors, nous avons ici François de Brouzet qui amène ce concept de foyer infectieux. C'est durant ces années de médecine, n'est-ce pas, militaire que François Brouzet, qui meurt en 1838, a donné son nom à un hôpital parisien, qui force sa conception de l'origine des épidémies qui ravagent, n'est-ce pas, la grande armée. On lui doit le concept de foyer infectieux. Qu'il s'agisse d'un lieu de décomposition du corps, d'un rassemblement d'hommes vivant dans la promiscuité, camp militaire, prison ou d'un malade isolé. Pour Brousset, le foyer produit l'épidémie autant qu'il l'entretient. L'idée est pertinente, mais les conclusions qu'en tirent les médecins ne sont pas vraiment concluantes.
Alors, cette première théorie, donc, c'est cette théorie du foyer religieux. Après, vous avez donc Girolamo Fracastoro qui a émis la première théorie de la contagion. Au XVIe siècle, le savant italien dit Fricostar en français ou Fracastor est le premier à attribuer, n'est-ce pas, à des micro-organismes invisibles à l'œil nu l'origine des maladies. Après, vous avez une évolution. Vous avez Jacob Henle et son collègue Robert Koch, qui sont les pères de la microbiologie humaine. Ils étaient professeurs dans les prestigieuses universités de Leipzig, puis de Göttingen, l'Allemagne. Jacob Henle, par exemple, qui meurt en 1885 et découvre en 1840 une théorie microbienne des maladies contagieuses, les expliquant par pénétration dans le corps des micro-organismes. C'est donc son élève Robert Koch qui meurt en 1910, qui est considéré avec Pasteur comme le fondateur de la microbiologie humaine, qui va démontrer la validité de cette hypothèse. Et plus loin, nous avons un autre savant encore qu'on appelait Alexandre Yersin, lui qui amène quelque chose de très important. On découvre également des infections liées au pouls et ainsi de suite, et la salubrité, Louis Pasteur. Mais il y a un qui nous intéresserait beaucoup plus, c'est Yersin, qui va à la découverte des vecteurs pathogènes. Et lui, il expliquait ces lieux connus depuis l'Antiquité entre les épidémies de peste et les épizooties qui déciment les rats. Alexandre Yersin, donc élève, n'est-ce pas, de Louis Pasteur, découvre en 1894 par là, en Chine, la bactérie qui porte désormais le nom de Yersinia pestis. Il ne sait encore résoudre cette énigme. C'est un autre pasteurien, Paul-Louis Simon, qui meurt en 1947, qui démontrera 4 ans plus tard, à l'occasion d'une épidémie sévissant à Karachi, au Pakistan, le rôle des puces dans le transfert de la maladie des rats à l'homme, inventant ainsi l'idée toujours pertinente du vecteur d'un agent pathogène. Alors, les épidémies deviennent peu à peu populaires. Elles touchent beaucoup des classes moyennes, des classes pauvres, et c'est là où nous parlons de la théorie du logement. Voyez-vous, les logements n'étaient pas très aérés, et pour éradiquer la tuberculose, le gouvernement français prend des mesures en faveur du logement. Et, n'est-ce pas, on découvre aussi que les puces et les sticks sont des vecteurs de pathologie. La saleté, le manque d'air, le manque de soleil, le manque d'échauffement dans la maison montraient que la maladie pouvait se propager. Elle constate aussi vite que la mortalité n'est pas la même selon que l'on est riche ou pauvre, bien nourri et affamé. Les flambées épidémiques du royaume est constatée dans l'Europe, plus chez les ouvriers et les paysans qui sont toujours les premières victimes. Le pire menace médicale de l'époque, la variole était progressivement contenue par les progrès de la première vaccination, dite variolisation. Les épidémies deviennent un fléau de classe populaire. Et nous avons encore une autre chose, c'est le manque d'hygiène, donc qui est un problème universel. C'est qu'à la fin du XVIIe siècle, que la pratique des bains cesse lentement d'être synonyme de luxure. On dort à plusieurs par lit, en particulier dans les hôpitaux, les draps et les habits parfois récupérés sur les morts sont rarement lavés et les maladies se propagent de l'un à l'autre. Mais il y a un autre vecteur important, c'est la barrière des espèces entre croyance et aveuglement. Beaucoup de gens pensaient qu'un aliment ne pouvait pas transmettre la maladie à un homme, et c'était là aussi un foyer intéressant. En termes plus savants, les épizooties peuvent-elles engendrer des zoonoses? La question est discutée depuis plusieurs siècles. Les symptômes comparables chez l'homme à l'animal, le charbon, la peste et la rage. Concernant cette dernière, des tests de l'Antiquité mésopotamienne, égyptienne ou chinoise mentionnent des sanctions contre les propriétaires de chiens fous, signe que la possible transmission de la rage de l'animal à l'homme par morsure était déjà présentée dans la Bible. Par exemple, le livre de Samuel nous relève que les épidémies de peste chez les Philistins ont été aussi par des rats. Curieusement, ces observations très anciennes se sont perdues à mesure qu'apparaissait une médecine moderne scientifique. La notion donc de barrière d'espèces conduit à évacuer les inquiétudes sur le passage de l'homme, des pathogènes animaux. Tout au plus, on peut penser, comme on le découvre au tournant du XIXe siècle, au XXe siècle, pour la peste,
que le typhus, que des insectes agissent comme vecteurs de ces pathogènes. Depuis les épidémies de sida dans les années 1980 ou de la maladie de Creutzfeldt-Jakob dans les décennies suivantes, on sait que la barrière d'espèces n'existe pas. Que des pathogènes peuvent passer directement de l'animal à l'homme, en particulier par l'alimentation, consommation de viande de brousse pour l'Ebola et du bovin pour la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Alors pour terminer, l'un des obstacles majeurs au rapprochement entre micro-organismes et maladies résidait donc dans l'incompréhension qu'entourait, n'est-ce pas, des micro-organismes, observe Jean-Pierre Dédé jusqu'au milieu du 19e siècle. Donc la théorie de la génération spontanée selon laquelle les organismes vivants et potentiellement dangereux peuvent apparaître ex nihilo garde ses défenseurs. Il revient donc à Louis Pasteur d'avoir démontré dans les années 1860 dans une fameuse controverse avec Félix Brouillet que cette génération spontanée n'existe pas. Alors, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.